Vous savez, je voudrais commencer par cette idée que Odessa a longtemps été considérée comme une ville aimantée, aimantée par l'espoir d'un avenir meilleur, par le désir de connaître tous les plaisirs du monde, effectivement, sinon le bonheur. Odessa l'a été même au temps de l'Union soviétique, aimantée, justement, et jusqu'en février 2022, qui a vu la brutale invasion de l'Ukraine par la Russie de Poutine. Avant les désenchantements, elle était animée par les enchantements de la vie, avec la volonté d'affirmer son originalité, sa créativité, ses capacités économiques, mais encore sa passion avérée pour les divertissements. C'est avec le concours des images et du son que nous allons évoquer Odessa, avec ses grands centres de représentation entre les plaisirs et la sociabilité. Ainsi, nous aborderons successivement d'abord quelques traits de la culture populaire odessite, qui est faite de joie de vivre, de plaisir simple. On abordera aussi l'art de son opéra, de ses théâtres, celui de ses cafés chantants, du tea jazz, des Leonid Utiossov, de ses cirques, de ses foires, de ses restaurants. Nous évoquerons aussi le charme de ses villas des bords de mer et l'élitisme cosmopolite de ses clubs, le club anglais, mais aussi celui du yachting ou de l'aviation au tout début de sa création. Odessa fut ainsi, dès les années de Pouchkine, un site apprécié de villégiature et de cure, que ce soit dans les bains d'eau salée ou dans la boue des limans, avec des nouveautés en tout genre, y compris la mise au point d'une mythologie à sa mesure, à sa mesure. À l'évidence, les chansons populaires et plus encore la littérature, avec Kuprin, Paustovsky, Babel et bien d'autres, en sont les exemples les plus démonstratifs. Alors, je voudrais maintenant commenter un tout petit peu cette première image, ces premières images, dans lesquelles vous avez effectivement Mikhail Larionov, qui est un des grands peintres futuristes, mais aussi un peintre qui a eu un travail plus concret, si vous voulez, pendant longtemps. Et comme vous le voyez, ce fameux dessin, ce fameux tableau, baigneuse au coucher du soleil à Odessa en 1904, me semble effectivement une très bonne entrée en matière, puisque il est à la fois figuratif et extrêmement futuriste en 1904, effectivement. De même, en haut à droite, nous avons sa compagne, Natalia Gancharova, qui s'amuse avec lui et à le transpercer. On sait qu'il a été très grièvement blessé pendant la Première Guerre mondiale. Euh, et peut-être c'est un jeu voilà. Je voudrais montrer de tout petits aspects de la culture populaire russe, qui était toujours très légère, effectivement. Euh, la vie est légère, disait donc Babel, la vie est lumineuse, mais c'est aussi une ville où tout est prétexte à faire la fête, pour ceux qui le peuvent au moins. Et en particulier ici, vous avez euh, donc en l'honneur de la naissance du Christ, vous voyez, en russe. Il y a des couples et puis un célibataire, mais qui est en couple, si j'ose dire, avec sa bouteille. Alors, nous avons donc plusieurs, voilà, ici aussi de Murashko, le manège, mais j'ai sauté malheureusement, je vais revenir. Voilà, ça, je ne l'avais pas montré, je crois. C'est la première photo que je voulais vous montrer, les petits plaisirs, donc Salut d'Odessa. Et c'est donc c'est à la fois cette culture populaire sensible et enjouée, et en même temps une carte postale qui a été donc créée lors de la Foire internationale d'Odessa en 1910, sur laquelle nous reviendrons en détail tout à l'heure. Alors, je repasse rapidement. Voilà. Le manège aussi, un des divertissements importants avec ce peintre Murashko qui est tout à fait, qui est bon, évidemment peu connu en France, mais qui est un peintre tout à fait remarquable.
Alors, je voudrais maintenant convier dans cette réunion des témoins de l'époque même de Pouchkine ou des témoins beaucoup plus tardifs pour essayer d'expliquer ce je ne sais quoi qui règne à Odessa et qui rendait cette vie extrêmement légère et joyeuse. Odessa est donc une zone de villégiature, ce qui veut dire quand même qu'il s'adresse à un public déjà passablement fortuné, qui peut partir dans sa campagne, en d'autres termes, et qui construit pour cela ces très belles villas en bord de mer dont nous reparlerons tout à l'heure. Le premier témoin est donc le chevalier Jacques-François Gamba, qui est un voyageur diplomate. C'était à vrai dire le consul de France à Tiflis. Et en même temps que les années de Pouchkine à Odessa, 1800, alors 1823-24, Jacques-François Gamba passe par la Russie méridionale, s'arrête à Odessa pour partir ensuite vers le Caucase. Et j'ai retiré ces quelques lignes d'un de ses livres publiés quelques années après son voyage. Indépendamment de cette population stationnaire, dans ceux qui vivent en permanence, tous les ans, depuis le 1er avril jusqu'au 1er novembre, de riches seigneurs russes et polonais se réunissent à Odessa, qui est devenue pour la Russie ce que la Suisse et l'Italie sont pour l'Europe occidentale. Donc je crois que Gamba montre très très bien l'importance de cette très très jeune ville qui est Odessa, qui a été créée donc très tardivement en 1794, et que l'on voit ici contemplée et saluée par les témoins de l'époque. Voici ce que je vais vous montrer, c'est ces trois ports d'Odessa dans une carte allemande d'ailleurs, vous le voyez, qui montre parfaitement le développement d'Odessa très rapidement, avec trois ports, effectivement, à gauche, vous voyez, à droite et au centre. Et cette ville était appelée par Mark Twain l'américaine. Je vous cite quelques lignes de Mark Twain qui a fait en 1867, il a écrit Le Voyage des Innocents à partir d'un sorte de voyage de tourisme d'un groupe fortuné d'Américains. Et un journal lui avait demandé de faire un commentaire sur cette équipée, en quelque sorte, qui n'est pas simplement un pique-nique dans l'ancien monde. Et Mark Twain nous décrit Odessa en disant ceci. Odessa ressemble tout à fait à une ville américaine, de belles rues larges et droites. Des caroubiers bordent les trottoirs, on les appelle des acacias. Les rues et les magasins sont actifs et affairés. Les gens marchent vite. Les maisons et tout le reste ont un aspect neuf qui nous est familier. Rien ne pouvait nous rappeler que nous étions en Russie. Alors, cette phrase est très importante puisque elle montre que cet Américain déjà conçoit qu'Odessa est construite, faite par des étrangers, pour des étrangers. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour toute la durée, toute la vie d'Odessa jusqu'à une certaine époque. Ici, je vais vous montrer Odessa, justement quasiment à l'époque de Pouchkine. Pouchkine, c'est 1823-24, début 24. Là, nous sommes simplement en 1829 par un peintre qui est un peu trop oublié, à mon avis, Maxime Nikhaforovitch Varabiov, qui est un peintre très remarquable, qui a eu une vie difficile à la fin de sa vie. On dirait en russe, on spilsja, tout simplement. Et il a eu le mérite, lorsqu'il était beaucoup plus jeune, c'est lui d'ailleurs qui est ici en exergue avec sa gravure, autogravure d'ailleurs, autoportrait. Et il nous montre donc Odessa et le boulevard Primorsky en particulier, qui s'appelait le Grand Boulevard, le boulevard Nicolas. Il y a eu plusieurs noms successifs, même Feldman. Mais enfin, ici, c'est ce qui deviendra le Grand Boulevard avec planté d'arbres. Et puis, tous les hôtels particuliers qui se construisent avec des villes d'ici, évidemment. C'est ce qui est intéressant à voir. Donc, c'est une vue d'Odessa, finalement, qui ne me semble pas être très fréquemment connue
Et il y en a une autre qui nous intéresse encore. Alors, c'est de la perspective de l'autre côté. On voit au bout du boulevard Primorski, justement, le palais des Vorontsov. Et ça nous intéresse parce que vous savez que Pouchkine, qui était très à la mode en même temps, avait des goûts de la mode de l'époque et adorait les bains de mer. Et il venait justement sur cette plage, on a des descriptions à ce sujet, sur cette plage pour se baigner. Et il en parle dans Yevgeny Onegin, il en parle, il y a quelques mots extrêmement touchants à ce sujet. En effet, il voit à ce moment-là, il boit un café euh, que j'ai ici. D'abord, un mot justement sur l'atmosphère d'Odessa à ses yeux. Dès que le canon des navires a tonné au début du jour, le canon tonnait justement pour réveiller les gens, je descends, dit-il, que la pente est raide sur le rivage de la mer. Et ensuite, puis ranimé par l'eau salée, devant une pipe fumante, comme un musulman dans son ciel, je bois un café bien épais. Alors je crois qu'il est assez amusant de voir justement ce café turc qui existait lors de la conquête d'Odessa et là où d'ailleurs de Ribas et ses officiers ont bu du café aussi dans ce café du grec Simon Asporidi. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que pour beaucoup, Odessa est une ville exotique. Certes, elle va rappeler l'Europe, et on le verra tout à l'heure, mais c'est une ville aussi disons, qui est conçue comme le Levant pour de très nombreux Européens. Et en particulier ce café, on buvait à ce moment-là ce café Dubuc, qui venait de la Martinique, et que l'on cite très souvent Dubiuk, évidemment en russe, Dubiuk, était très très connu comme café. Et nous aurons ici des portraits, vous savez que Pouchkine était souvent, Anienkov, Pavel le disait, en conversation avec lui-même. Et il écrivait à ce moment-là, il dessinait des autoportraits, souvent des caricatures, comme on le voit à gauche, un Pouchkine très empâté en quelque sorte, et un Pouchkine aussi extrêmement vieux et décati en quelque sorte. Alors, j'avais aussi quelque chose que je voulais vous montrer avant. Oui, alors ici, donc on voit le jeune Pouchkine, vous voyez ici, sorte de poète romantique, très sûr de lui-même en quelque sorte, et de sa beauté, etc. Et à côté, un des grands plaisirs de Pouchkine, évidemment, les relations amoureuses. C'est vrai qu'avant de venir donc en 1823 à Odessa, vous savez qu'il était depuis 3 ans à Kishinev, donc comme on disait à l'époque en Moldavie. Et là aussi, où il y a eu, on connaît les frasques par le détail, de Pouchkine, effectivement, à Kishinev, et qui se sont poursuivis, bien évidemment, à Odessa, en particulier avec dit-on, avec la princesse, justement, la femme du gouverneur d'Odessa, ce qui, effectivement, qui lui a imposé de repartir en relégation. Quand je parlais d'exotisme aussi, j'aurais voulu dire que cet exotisme est dû au fait que Odessa, il y avait, comme le disait Langeron, qui va être un des gouverneurs civils et militaires d'Odessa, c'est la lie de l'Europe qui, avec les grands aristocrates de différentes nations, mais en particulier français et allemands, ces aristocrates, effectivement, s'opposent à sur l'autre pendant de la Ligue de l'Europe dont parlait Langeron. Et c'est cet ensemble qui va former Odessa et qui est aussi un ensemble exotique à cause de ce Levant que les Français et autres perçoivent dans cette région du monde. Alors, Odessa en construction, on la voit aussi grâce à une autre personne, notre troisième témoin, c'est Adèle Omer de Hell.
Elle écrit un livre, donc les steppes, le Caucase, la Russie méridionale. Elle a séjourné à Odessa. Et il y a de très longs passages extrêmement détaillés sur Odessa en 1836. C'est un livre extrêmement intéressant. C'était une femme, donc sa mère était une aristocrate, son mari était un ingénieur français, un ingénieur civil, et qui a beaucoup travaillé dans le vent, justement. Et elle l'a suivi pendant longtemps, mais avec son indépendance, c'était une femme de lettres, c'était une grande voyageuse. Et donc, on a des réminiscences, des souvenirs très détaillés de cette personne, Adèle Omer de Hell, et en particulier son livre que vous avez ici sous les yeux. Alors, elle est venue effectivement par ce bateau, et elle-même disait ceci euh, en 1838, à l'approche d'Odessa, l'Europe reparaissait à nos yeux avec ses promenades alignées, ses maisons à larges façades, ses monuments sévères. Il nous semblait, après une longue absence, reprendre enfin possession de l'Europe et de la France. Il faut dire qu'elle vient du Caucase à ce moment-là, et ses impressions sont tout à fait intéressantes. Dans une Odessa, alors elle arrive par ce genre de bateau, et vous voyez qu'elle arrive de l'autre côté, évidemment, de la mer Noire, et vous voyez comment se présente Odessa avec beaucoup de trous à ce moment-là. C'est effectivement en construction et ce sont des photos que l'on ne connaît peut-être pas assez ou des portraits, des tableaux pas assez. Naturellement, Pouchkine est peint ici par le grand peintre d'origine évidemment arménienne, Ivan Ayvazovski, un peintre mariniste, et qui a peint plusieurs tableaux de Pouchkine, justement, beaucoup plus tard, évidemment, qu'à son séjour, au séjour de Pouchkine en 1823, mais qui sont toujours des tableaux assez émouvants, qui sont très aimés, effectivement, en Russie. Alors voilà une autre façon, évidemment, de parler de notre héros principal, de notre témoin principal, Alexandre Pouchkine, revu et corrigé. Vous le voyez ici sous tous ses aspects, le jeune poète, vous le voyez comme le jeune très moderne en quelque sorte, très à la mode actuellement des années 1900, maintenant 2020. Et puis surtout, quelque chose de plus frappant, mais qui rappelle beaucoup le nationalisme de Pouchkine à la fin de sa vie, très brève évidemment, mais à la fin de sa vie, il est devenu extrêmement nationaliste. Et en particulier, lorsqu'il y a eu une révolte en Pologne, où il a effectivement extrêmement mal écrit, si j'ose dire, contre les Polonais. Eh bien là, c'est pareil, ils mettent justement, c'est Krim Nash. Hein, on voit bien qui fait ça, effectivement, et ce n'est pas exactement ce qui peut tout à fait nous réjouir. Mais il est intéressant de voir ces différentes façons d'utiliser, si vous voulez, Pouchkine. Et nous verrons tout à fait à la fin de cette présentation un adieu à la mer qui me paraît intéressant, toujours d'Ayvazovski. Alors, c'est notre, évidemment, Emmanuel de Richelieu qui est un des fondateurs quand même d'Odessa, le principal créateur peut-être d'une cité européenne. Là, c'est sa statue, on voit le visage de sa statue, là, on ne la voit pas souvent parce qu'il est évidemment assez haut. Ici, Richelieu et sa statue accueillent effectivement le visiteur. Et il va créer effectivement cette ville européenne dont on parlait tout à l'heure, et que représentent aussi ces trois personnages, Thomas Cobley, le général Thomas Cobley qui était un Anglais, mais un Anglais qui a vécu l'essentiel de son enfance et un petit partie de son adolescence en Italie, à Livourne, où son père était consul de Grande-Bretagne. Vous voyez le comte de Longeron au milieu, qui est aussi que l'on qualifiait souvent d'américain, puisqu'il a beaucoup participé à la guerre d'indépendance aux États-Unis. Et puis le comte, à l'époque, comte Volanzoff, effectivement, qui lui-même a passé l'essentiel de sa jeunesse et une partie de son adolescence en Angleterre. Sa sœur était mariée d'ailleurs avec Lord Pembroke, très connu. Avec un fils d'ailleurs qui était un homme d'État anglais aussi de grande qualité. Donc on a ces trois personnages qui sont à la fois qui ont leur nationalité et qui ont vécu effectivement beaucoup d'autres expériences dans leur vie.
Alors, nous avons ici quelque chose d'important pour la sociabilité d'Odessa, plaisir et sociabilité. Ce sont les projets d'opéra d'Odessa. Vous le savez, notre, l'essentiel pour nous est de montrer justement que Richelieu crée une ville qui ne pouvait pas être une ville réelle sans un opéra. Pour lui, ça a été quelque chose de fondamental. Il a créé à la fois, dans le même temps, un hôpital et justement un théâtre. C'est le premier théâtre d'Odessa, construit par cet architecte d'origine suisse, Thomas de Tonon, qui a beaucoup construit à Odessa, mais il est mort malheureusement assez jeune. On a ici le plan du théâtre. Ici, cet opéra, justement, de la période qui était peint à la période de Pouchkine, justement, qui, évidemment, était particulièrement euh, heureux d'écouter l'opéra à Odessa. Il en parle lui-même avec beaucoup de joie, si vous voulez. Et lorsqu'il dit, par exemple, dans Eugène Onégine, « Mais voici que descend le soir. Allons, l'opéra nous attend avec l'enivrant Rossini. Il fait danser les sons qui brûlent, comme les baisers d'amour au plus fort de la volupté, qui débordent, qui se répandent comme la mousse d'un champagne ou d'un sidorémy. » Voilà. Alors, il est intéressant, vous savez, le Barbet de Séville, vous voyez, date de 1816, quelques années seulement avant l'arrivée de Pouchkine à Odessa. Et c'est tout à fait frappant que dans cet opéra, justement, avec Pouchkine, il y a eu justement cette possibilité de contact avec Rossini, qu'il aimait particulièrement. Opéra créé en 1816 à Rome. Alors, ce premier théâtre apparaît absolument partout, et même sur les rebords d'assiettes que j'avais trouvés à Odessa, justement. Voilà, vous connaissez la fin malheureuse de ce théâtre, de ce premier théâtre, qui brûle complètement en janvier 1873. Et il faudra des années quand même pour construire le second. Alors, construire le second, c'était un problème financier, c'était un problème aussi de savoir qui serait l'architecte ou les architectes, comment on le ferait. Donc, ce sera une caricature de Mikhail Alinsky, justement sur les protecteurs du deuxième opéra donc, qui doit se créer. Voilà d'ailleurs le plan de ce deuxième opéra et la maquette que j'avais trouvée dans un des musées d'Odessa qui est extrêmement bien faite d'ailleurs et importante de taille. Alors, ce deuxième opéra a été créé, vous le voyez, et vous le savez, en 1887, c'est-à-dire avant, quelques années avant celui de Vienne. Et à Odessa, on compare souvent l'opéra d'Odessa à celui de Vienne. Et évidemment, on trouve souvent l'opéra d'Odessa beaucoup plus beau que celui de Vienne. Vous voyez, à droite, à gauche, effectivement, l'opéra d'Odessa que nous connaissons, et à droite, l'opéra de Vienne qui paraît beaucoup moins intéressant. Sauf que l'entrée de l'opéra de Vienne, vous voyez, est dans un style Renaissance tout à fait intéressant. Mais lorsqu'on voit l'intérieur, et à Odessa, on aime bien voir les intérieurs, l'escalier de l'opéra d'Odessa est très monumental, beaucoup plus et beaucoup plus heureux, il me semble, que celui de Vienne. Et donc l'opéra d'Odessa en majesté est effectivement très beau et comparé toujours à celui de Vienne où les balcons semblent beaucoup plus ternes effectivement que celui d'Odessa. Là, nous avons un tableau qui est intéressant pour nous parce qu'il représente justement une de ces jeunes et sémillantes personnes que le peintre, donc le père de Boris Pasternak, Léonide Pasternak, a peint en 1902. Vous savez qu'il était né à Odessa, toute sa famille était d'Odessa, et celle de son épouse aussi d'ailleurs. Et nous voyons ici, et je vous cite encore un passage de Pouchkine dans Eugène Onégine, où il lit ceci. La loge, justement, ce tableau s'appelle Dans la loge de l'Opéra d'Odessa.
Et ici, Pouchkine dit, la loge où de tous ses feux brille la jeune négociante, orgueilleuse de sa beauté, au milieu de ses soupirants. Elle écoute sans écouter la cavatine et les ragots, les compliments et les bons mots. Elle a un mari dans un coin. Il dort, s'éveille, crie bravo, bâille et se met à ronfler. Voilà, c'est tout à fait cette légèreté très remarquable de Pouchkine, qu'il est assez difficile de traduire évidemment en français, qu'il n'a jamais la qualité du russe. Mais je crois que ça correspond assez bien à cette représentation que nous donne, que nous offre donc Lénine Pasternak. Alors, si nous avons 30 secondes, je voulais, enfin peut-être on va passer là-dessus parce qu'on n'aura jamais le temps de tout regarder, mais c'était simplement l'ouverture de Guillaume Tell par un orchestre français. Autant dire aussi que Pouchkine n'a pas pu écouter Guillaume Tell, qui est créé par Rossini beaucoup plus tardivement. Alors, quels sont les grands chanteurs, ténors, basses, qui sont passés à Odessa? À peu près tous ceux qui avaient de grandes qualités, ils venaient. Et vous le voyez, Fyodor Chaliapin est venu très régulièrement au théâtre d'Odessa. Vous voyez, 1899, 2002, 2003, 2010, lors de l'exposition. Et il a été peint plusieurs fois, évidemment, à ce moment-là, plus jeune ou moins jeune, effectivement. Il est il a été très connu aussi à Odessa. Lui-même était un caricaturiste. Il faisait des caricatures, des dessins ou des caricatures de lui-même, d'ailleurs, dans différents moments, différentes interprétations. Et vous le voyez à droite, c'est quelqu'un qui s'appelle Denis, qui va être un caricaturiste très très connu en Union soviétique et très critique évidemment du monde capitaliste. Voilà. Isadora Duncan aussi viendra plusieurs fois à Odessa, à l'Opéra d'Odessa. Vous voyez, 1913 et deux fois en 1924, lorsqu'elle sera très liée évidemment avec Sergei Yesenin, le grand poète Yesenin. Là, nous avons des caricatures toujours de Mikhail Linsky, qui était donc un caricaturiste qui écrivait dans les journaux d'Odessa et qui publiait dans les journaux d'Odessa ses caricatures, en particulier ici du baryton Kamionsky et de la cantatrice Bronina, justement. Alors, lorsqu'on parle beaucoup de musique au sujet d'Odessa, il faut voir que les partitions et instruments de musique se retrouvaient dans des magasins, et plus que des magasins, dans des ensembles très importants, comme celui de la famille Baltz, justement, que l'on reverra lors de la foire de 1910, à droite ici, le pavillon uniquement des instruments de musique et des partitions. C'est dire l'importance que la musique a à Odessa. Vous connaissez tous les grands violonistes et pianistes qui sont originaires d'Odessa, et en particulier les violonistes avec Stoliarski comme professeur. Donc, et vous rappelez certainement que Babel disait si un enfant marche dans la rue avec son violon, c'est qu'il ne joue pas du piano. Donc, c'était quelque chose évidemment Alors, à cet opéra que nous avons vu, il y a les Belles Élégantes, évidemment, d'Odessa. Je vous montre ici à gauche, vous le savez, par Piotr Sakharov, un aquarelliste de très grand renom dans ces années 1820-1830, donc la princesse Vorontsova, ici, et le dessin de Pouchkine lui-même, qui vous savez a été relativement proche ou très proche de la comtesse à cette époque, Vorontsov. Voilà, donc c'était ces élégantes qui créaient
si vous voulez, une sorte de cour autour du gouverneur civil et militaire qui était Vorontsov à ce moment-là, mais aussi qui ont beaucoup apporté à Odessa dans ce domaine de mondanité. C'est la même chose pour Madame Ashkenazi, qui était la femme d'un des grands banquiers d'Odessa. Et vous voyez, ce sont des dessins là aussi de Pierre Leleu. Elle choisissait évidemment les meilleurs graveurs possibles. Ici aussi, trois, enfin, deux photos et un portrait de la princesse Bibesco, Marthe Bibesco, qui était née Mavrocordato. C'était une princesse aussi Mavrocordato. Ici, donc, un portrait, enfin, un portrait en pied de la princesse Bibesco de Boldini, très célèbre peintre mondain à l'époque, et elle-même, si vous voulez, dans les années 30 en haut, et plus tard dans son salon à Odessa. Voilà, le rôle des Grecs, on en a beaucoup parlé. Les Grecs, la communauté grecque a été très très importante, évidemment, en particulier après 1822 et le massacre de Chios, si vous voulez, où on a tué beaucoup de Grecs, justement, qui commençaient à se lancer dans la guerre d'indépendance de la Grèce et qui ont été à ce moment-là martyrisés véritablement par les Turcs. Et Xida est effectivement cette jeune femme, est aussi riche famille grecque d'Odessa, et très très connue avec le style tout à fait de cette époque, évidemment beaucoup plus tardive, fin 19e. Voilà cette branche de la famille odesside Mavrocordates. Je vous montre, et vous le savez, le fameux tableau de Delacroix peint en 1824, 2 ans simplement après ce massacre qui a vraiment été un choc profond en Europe. Et cette famille a beaucoup apporté. Mavrocordates a énormément apporté à Odessa. Ça faisait partie de cette grande noblesse marchande, évidemment, très connue. Voilà un des hôtels, une sorte de magnifique bâtiment de rapport hein, de cette famille princière, avec justement ses armes ici. Alors, lorsqu'on parle de sociabilité, il faut voir aussi toutes les rencontres qu'il y avait. Il y a non seulement à l'opéra, non seulement au bain de mer, mais il y a aussi évidemment les soirées musicales. Par exemple, celle qui s'est tenue dans ces années 1815 à 1822 où il était gouverneur, près de la plage qui portera son nom. C'est une lithographie d'un graveur allemand très très connu, un des meilleurs qui a illustré beaucoup Odessa, Friedrich Gross. Voilà, une garden party chez Madame Rodokanaki, voilà exactement comment ça se disait. Il faut dire que ces grandes familles grecques, ces 24 familles nobles ou aristocratiques de l'île de Chios qui ont réussi à partir, qui étaient les plus fortunés. Ils sont partis juste à temps. Ils se sont retrouvés donc ensemble, justement les Mavrocordato, Rali, Orodokanaki, effectivement, étaient tous de ces très très grandes familles grecques qui ont refait leur fortune ou complété leur fortune à Odessa. Alors, ce qui est amusant, c'est de voir ici l'ancien coiffeur de Marie-Antoinette qui s'est réfugié à Odessa, et ce n'est pas une blague, it's not a joke, c'est ainsi. Hein. Et ce petit bonhomme est monté sur ses échasses, coiffe les élégantes donc d'Odessa, avant le théâtre. Alors, celui-ci, Monsieur Lavignotte, coiffeur de Paris, comme vous le voyez ici, était certainement beaucoup plus modeste, mais il était quand même de Paris, disait-il, donc c'était tout dire. Alors, ici, le palais royal peut nous intéresser. C'est le duc de Richelieu, oui, notre duc, qui a demandé cette construction et ces plans à Thomas de Thomont, qui avait fait justement le premier opéra d'Odessa. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est en relisant ou en découvrant un peu les différentes personnes, les différents marchands qu'il y avait dans cet immense palais royal qui n'a absolument pas survécu. Hein. Celui que l'on voit maintenant n'a aucun rapport avec ce qui existait à l'époque. Et je lis rapidement, euh, je vois une dizaine de Français que l'on peut repérer, le tailleur Louis Lantier, le coiffeur Pelletier,
la modiste De Zavis, le chausseur Campé, la corsetière Madame Drone, l'horloger Stern, la boutique de cristallerie et de miroirs de fer des frères Stiefel et le magasin de vin de Bordeaux Chantereine. Voilà, si vous voulez, quelques-uns de ces marchands importants qui se trouvaient donc au Palais Royal, dans ces boutiques. Mais à côté de ces Français, il y avait la librairie de Kyriani, qui était grecque, la boutique de soierie d'Isaac Isakovitch, le salon de mode de Marie Ivanovna Stratz, le restaurant Koblen, la confiserie Zambrini et surtout la confiserie de quelqu'un de beaucoup plus connu, qui est Jean Caruta, parce que ce Caruta va racheter, au bout de quelques années, l'hôtel de Londres, Londonska Gastiniza, que l'on connaît bien encore maintenant. Et ce Caruta a fait effectivement sa fortune. Il avait acheté d'ailleurs cet hôtel de Londres à un Français, dont on n'a pas le temps de parler, mais qui était aussi remarquable. Là, je montre simplement d'où vient cette richesse d'Odessa. On voit le village, un des villages relativement pauvres apparemment, d'où venait le blé dans ces différentes régions de l'Ukraine du Sud. Vous voyez ici cette photographie où l'on voit les bœufs, si vous voulez, et les chariots qui ont amené ces immenses sacs de blé. Et on voit ensuite un des magasins donc, de blé de la période odessite de Vorontsov. Donc vous imaginez l'importance de ceci. Et il y avait aussi des grands magnats polonais qui avaient de grands magasins de blé, justement, si l'on veut calquer le russe, très très important. Et après la révolte polonaise, justement, de la Pologne, à ce moment-là, elles sont devenues des casernes. Ça a été évidemment récupéré par le pouvoir russe et donc ce sont devenues des casernes. Alors, vous savez que, évidemment, Odessa était un haut lieu de la prostitution, c'était un port, c'était un port avec beaucoup de mouvements, donc la prostitution était très importante. Et on voit encore, bon, juste au lendemain de la guerre civile, Stoy, justement, cette prostituée très élégante, effectivement, qui ne doit pas venir ou corrompre l'Union soviétique, la jeune Russie soviétique à l'époque encore. Vous voyez les papillons de nuit, Odessa, qui étaient très très précis, c'était toujours le carnet jaune, livret jaune, hein, ce livret jaune, on avait les photographies, et puis tous les commentaires du médecin qui suivait effectivement l'évolution de leur santé. Voilà, aussi toujours au salon, donc c'est tout à fait Odessa aussi, c'est une photo prise à Odessa justement dans un des bordels d'Odessa, il n'y a pas d'autre mot, mais avec des, si vous voulez, des niveaux extrêmement différents. Il y avait toujours cette rue avec ses lanternes rouges dans Odessa, où il y avait absolument tous les niveaux, effectivement, de prostitution. Et là, visiblement, c'était de jeunes, pas seulement fortunés, qui étaient là. Alors, on a parlé d'opéra tout à l'heure et de la musique classique, mais on trouve aussi en russe ce que l'on appelle chantan, vous le voyez sur l'affiche de droite, euh, et c'est Białej Noci, c'était effectivement euh, une mélodie créée par Lev Tchernetsky, qui était odessite lui-même, d'une famille de compositeurs. Il a aussi eu des enfants et il avait des oncles compositeurs. C'était une des grandes familles de compositeurs odessites. Et on peut trouver même actuellement sur Internet, sur YouTube, des chansons de Tchernetsky. Et il a fait même une marche. Toute la famille était spécialisée dans les marches parce qu'ils étaient au départ des chefs de musique militaire, curieusement. Et il a fait une marche, ce Lev Tchernetsky, pour l'ouverture de la grande foire internationale d'Odessa dont on en parlera tout à l'heure. Alors, Alexandre Vertinsky était à l'époque extrêmement connu comme chanteur de variété, en quelque sorte. Et vous voyez, même, on a imprimé un timbre il y a peu de temps en Ukraine, en 2019, pour son 130e pardon, anniversaire. Alors, on va le revoir ensuite.
avec la grande star de l'époque du cinéma muet odessite, qui meurt donc à 26 ans de la grippe espagnole en 1919 et qui a été vraiment la première star de tout l'ensemble de la Russie. Vous la voyez au naturel, si vous voulez, c'est une femme d'abord de grand courage et une femme d'une grande beauté que l'on savait très bien présenter, effectivement, et qui est ici justement avec à gauche Alexandre Vertinsky et à droite justement un scénariste aussi connu à Odessa. Alors, Vertinsky est célèbre pour bien des chansons, et en particulier, il a dédié une de ses chansons à Vera Kholodnaya, cette grande star donc, du cinéma muet odessite. Une chanson justement qui commençait par le parfum d'encens de tes doigts. Voilà. Eh bien, il a écrit aussi beaucoup d'autres chansons, alors parfois romantiques, parfois des chansons tristes de séparation. Enfin, c'était toujours évidemment nécessairement dramatique. Et je voudrais vous faire réécouter ou écouter le tout début de cette chanson là qui est très très connue, Tango Magnolia. Бананово-лимонном цвету, ой, когда поет наш океан, и тонет под светительной ладуй, и тает караван. Бананово-лимонном Сингапур, когда у вас на сердце тишина, вы брови темно-синие нахмури, тоскуете одна. Там, 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 C'est une des chansons les plus connues, ce Tango Magnolia, très caractéristique de Vertinsky. Euh, alors, je voudrais aussi, dans les sortes de variétés ou variétés parfois très tristes, Leonid Utiossov, bien connu, son nom est Leiser Ben aussi Weisstein, en fait. Et c'est vraiment un des chanteurs, acteurs, producteurs, si je puis dire, les plus remarquables que la Russie a pu connaître, la Russie et l'Ukraine ont pu connaître, puisqu'il est lui-même d'Odessa, dans ces années 20, 30, lorsque le jazz était encore possible, et combien dans la jeune Russie soviétique. Mais là, vous voyez justement ce qui est chanté dans Boublitchki, cette fameuse chanson. Ночь надвигается, фонарь качается, Мильтон ругается в ночную тьму. А я немытая, плащом покрытая, всеми забытая здесь на углу. Купите ж бублички, горячие бублички, гоните рублички сюда скорей. И в ночь ненастную, меня несчастную, торговку частную ты пожалей. Alors, vous voyez ici des affiches pour le théâtre musical juif, qui était très connu parmi les théâtres d'Odessa. Ici, donc, ce monde, je vais supprimer là quelque chose qui me gêne beaucoup dans mon titre. Excusez-moi.
Voilà. Oui, je voulais vous parler du monde des malfrats et de la Moldavanka, avec en particulier Benia Krik, qui était, Benia Krik, c'est Babel qui a donné ce nom dans ses récits d'Odessa, le chef de bandit à Odessa. Et on en a fait un film, effectivement, en 1927, un film encore muet, mais sur lequel on a greffé aussi des sons, du son. А жил-был на Подоле оптовников, славился своим подзистым криком. Головка была здоровой, мычал он, как корова, врагов имел миллион сосников. Оптовником это буду я, ведь, друзья, послушайте меня. Ремеслом избрал я кражу, из тюрьмы я не влажу, и с братом скучай без меня. Ой, если дело выйдет очень скверно, и меня убьют тогда, наверное. В рай, где воры попадают, пусть но честные все знают, нас там через черный ход пускают. D'avoir un peu de son. Il s'agit là de quelque chose de très important, un film joué par Léonid Utiossov, de son nom d'acteur, qui était aussi violoniste. C'est le fameux film La carrière de Spirka Spandir. C'est un film muet au départ de Gardine et un film qui a beaucoup marqué et sur lequel après on a greffé des musiques. On va revoir alors plus précisément ce qu'était ce jazz d'Outiossov. C'était une sorte de mélange de musique klezmer et de jazz américain, si vous voulez, et de jazz de noir américain plus précisément. Alors, tout était prétexte, effectivement, je le disais, à la fête, y compris de ces malfrats d'Odessa, de la Moldavanka, dont parle très très bien Babel, qui les décrit ainsi. Ce sont des aristocrates sanglés dans des gilets rouges framboises, leurs épaules sont moulées dans des vestons rouilles, et sur leurs jambes charnues craque un cuir couleur d'azur. Voilà comment Babel voyait effectivement ces malfrats d'Odessa. Et ce qui est paradoxal, c'est que Utiossov a chanté dans justement le film que je vous montrais tout à l'heure, enfin ce film dans lequel Utiossov a joué, il y avait une chanson que Staline aimait beaucoup. C'est très paradoxal, il y a beaucoup d'articles qui ont été publiés à ce sujet récemment, probablement tirés des archives. Cette chanson sur les malfrats d'Odessa était absolument interdite en Union soviétique. Depuis, c'est une chanson d'Annep, si vous voulez, donc où les bandits rayonnaient, triomphaient. Et après, surtout à partir de 1927, lorsque Staline commence à avoir un pouvoir de plus en plus important et relègue Trotsky et les autres loin du centre du pouvoir, et à ce moment-là, donc il y a cette chanson que Staline avait dans la tête. Et au tout début des années 50, puisqu'il est mort en 53, au tout début des années 50 ou à la fin des années 40, il y a une réunion au Kremlin et il fait venir un chanteur assez connu à l'époque et il fait savoir par le maître d'hôtel à ce chanteur qu'il veut absolument qu'il chante cette chanson de voyou. Et il y a un film qui a été fait à ce sujet. Tout le monde est absolument catastrophé. Mais comment est-ce que vraiment c'est Staline qui a demandé ça ou bien c'est une provocation, etc. Et en fait, c'est Staline que l'on voit dans le film, soi-disant en train de s'amuser beaucoup et de chantonner un petit peu avec le chanteur lui-même. Alors ça, c'est son orchestre, et ici aussi, ce qu'il appelait le T-Jazz à partir de 1929, et avec un programme important, et qui s'inspirait beaucoup effectivement donc ce sont des airs de jazz matiné de sonorité klezmer, qu'il connaissait évidemment extrêmement bien et sur lesquels on pourra revenir.
Mais malheureusement, voilà, ça, je ne sais pas si vous allez pouvoir l'écouter aussi. C'est très important parce que, vous voyez, jouer de la musique klezmer, dit-on, revient à raconter une histoire. Et effectivement, c'est une musique sonore et riche en émotions. Et ici, nous avons un orchestre de rue et ici, euh, je vais voir si vous pouvez entendre ceci. We'll sing the first verse. We've done 9. Going to sing the first verse. That was the first verse. This is the second. Not teetle, 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 teetle. Voilà pour continuer sur ces œuvres de jazz band et puis jusqu'en 2022 ou 21, il y a eu effectivement un très grand festival de jazz à Odessa qui était centré en particulier sur la capacité de créativité des compositeurs ou des gens qui venaient effectivement pour composer la musique. Donc c'est quelque chose qui a été très très célèbre à Odessa pendant longtemps et qui s'inspirait de ce qu'avait fait Utiossov en son temps, puisque Utiossov a vécu longtemps d'ailleurs et qu'il a beaucoup chanté Odessa et c'est une des musiques populaires les plus connues évidemment là-bas. Alors je passe maintenant à une autre forme de distraction qu'il y avait à Odessa, c'est le cirque. Le cirque a été très très connu, très apprécié, toujours en Russie, mais à Odessa en particulier. Et les premières représentations se trouvaient sur cette place presque déserte à Odessa qui commençait à peine à se construire. Et on voit ici un tableau de Dmitri Bouchen, qui est un acteur très connu, un acteur de la peinture, un peintre très très connu, qui a vécu d'ailleurs jusqu'à 100 ans, et qui a vécu en France après la Révolution d'octobre 17, évidemment. Et il a peint ces petits cirques qui avaient des petits chiens comme ça qu'il montrait. C'était d'abord en toile, comme on le voit ici, puis en bois, et puis enfin, ici, il y a eu cette création par Wilfried Stansbacher, le roi de la bière d'Odessa, qui a donné la possibilité à cet ensemble, ce cirque, de se créer. Hein. Et c'est toujours Liev Tchernetsky qui a créé la marche Les jours de notre vie, quelque chose de très connu. Là. Vous voyez ici la vision de ce très grand cirque qui a toujours, qui existe toujours d'ailleurs évidemment à Odessa. Alors nous passons maintenant à une autre forme à la fois d'économie et de réjouissance, les foires traditionnelles en Empire russe, ici Boris Kustodiev, c'est ce très très beau tableau avec lui-même d'ailleurs à ma droite, 1910, exactement l'année de la création de la foire d'Odessa. Voilà cette grande foire internationale d'Odessa qui a été précédée par près d'une quarantaine de grandes foires à partir de 1837. 1837, c'est Nicolas Ier qui inaugure cette foire à Odessa. C'est montrer l'importance que le tsar accordait justement à Odessa et à son économie. Ceci, c'est 1910, évidemment. Vous voyez, l'importance, c'était dans ce qu'on appelle le parc Shevchenko maintenant, et donc au bord de la mer Noire. C'était quelque chose de considérable.
et qui a duré, vous le voyez, du 15 mai au 1er octobre 2010, alors qu'elle était envisagée depuis 2085, depuis 1885, il a fallu très très longtemps, effectivement, pour arriver à créer cette immense foire qui a duré aussi longtemps. Voilà une très très belle affiche aussi Art Nouveau ou Art déco que l'on voit, qui a été créée pour cette grande foire. Les autres beaucoup plus traditionnels, mais qui montrent aussi, par exemple, pour les même marchands de thé, cet immense, justement, samovar ici. Donc, cette foire a été considérable. Elle a été considérable, vous le voyez ici, c'est la compagnie Ropit qui avait été, c'était la compagnie russe de transport maritime et commercial avec son bateau et surtout ce pavillon qui était celui de la compagnie Ropit, justement, qui avait été créé bien longtemps avant par le prince Vorontsov. Voilà justement les exposants français à l'honneur, ce sont les champagnes. On peut en distinguer là trois ou quatre, en particulier Moët et Chandon, celui de gauche, puis Castellane, et ensuite nous verrons Roderer, effectivement, et la fameuse veuve Clicquot, puisque très souvent, surtout à l'époque, on n'avait même pas besoin de dire quoi que ce soit, on disait Clicquot, et Clicquot voulait dire simplement le champagne de Clicquot, effectivement euh, que l'on a beaucoup bu, effectivement, lorsque, après 1815 et la défaite de Napoléon, l'armée russe est entrée dans Paris. Et la veuve Clicquot, justement, qui était très jeune à cette époque, mais qui avait succédé à son mari et qui a beaucoup développé, évidemment, cette firme, la veuve Clicquot disait, oui, c'est vrai, maintenant, ils boivent tout et ne paient rien, mais dans quelques temps, c'est eux qui paieront. Voilà. Et elle était très fière, effectivement, jusqu'en 1917. C'est le champagne que buvait la famille impériale, et en particulier Alexandre II, qui disait toujours, et surtout Alexandre Ier, pardon, Alexandre Ier, qui disait, oui, je me réserve justement l'année 1811 pour le champagne Clicquot, c'est le mien. Voilà. Donc il y a beaucoup d'anecdotes à ce sujet. Ici, c'est Roderer, très célèbre champagne encore actuellement, comme les autres. Vous voyez l'ampleur à Odessa du bâtiment qu'il avait créé à l'extrême fin du 19e siècle. Son portrait ici, et Pouchkine avec un verre à la main, que l'on a évidemment qui est dessiné plus tardivement que cela. Euh, voilà, vous voyez encore ces bâtiments de l'ancien Champagne Roderer, Henri Roderer, que l'on trouve encore à Odessa. Et je voudrais passer maintenant rapidement euh, à Odessa, ville de cure, que l'on voit dans cette gravure très tôt, des années 1825-1830, avec justement l'établissement des sources minérales. Et cette gravure, donc, est faite en 1830. Alors, il est sûr que Vorontsov a beaucoup développé cette idée de bains bénéfiques, de boue thermale, de boue médicinale. Et si vous voyez les termes de bath en Angleterre, qu'il connaissait certainement dans son enfance et dans son adolescence, son père a vécu 50 ans à Londres, il a été pendant près de 20 ans ambassadeur de Russie. Donc, Vorontsov a beaucoup bougé et beaucoup très bien connu l'Angleterre et connaissait ces bains au début romains, si vous voulez. Et vous voyez qu'en 1870, le fameux Hadji Bey Liman a aussi quelque chose, mais où les gens se baignent. Il n'y a pas véritablement encore de développement qui viendra essentiellement entre 1880 et 1917, évidemment, et puis par la suite à la période soviétique. Mais vous voyez le décalage qu'il peut y avoir à cette époque. Voilà aussi Andrei Liman, qui est un autre. Va surtout voir des photographies de ce Andreevski Liman. Andreevski était le médecin qui était le médecin personnel de Vorontsov et qui a créé justement cet ensemble majestueux, immense, qui est justement ce sanatorium à partir de, vous voyez, de ce qui existait encore dans les années 1870.
Voilà justement une affiche pour les Adiaski Liman, donc c'est station de cure thermale. Je cite donc Hadji Beysi, Koyalnitsky, Andreevski, voilà, ce sont les principaux. Et on vante justement du 15 mai au 1er septembre, établissement de soins, eau minérale, boue médicinale, médecins, location meublée, restaurant, poste, téléphone, beau parc, etc. Et soins à l'électricité, hein, oui, voilà. Euh, donc, ces bâtiments qui ont été faits comprenaient des hôpitaux, des buffets, des restaurants, et surtout, tout était axé sur la boue, cette boue bénéfique du liman, qui était ainsi récupérée par des ouvriers. Alors voilà. Vous avez vu tout à l'heure ce qu'était l'Andreevski Liman ou le Koyalnitsky Liman, c'était vraiment très, tout à fait misérable. Et on a créé en quelques années, à partir des années 1880, cet immense ensemble de sanatoria qui, effectivement, fait la gloire aussi d'Odessa en tant que ville de cure. Vous voyez, par exemple, ici, l'hôpital du Liman Andreevski, le buffet de la station thermale, et ici, le plaisir du repos dans les stations thermales, que ce soit un lac qui a été créé ici, ou bien ce repos dans des chaises longues du docteur Glebov, qui était assez connu ici à cette époque. Voilà. Il y avait évidemment une grande église, il y avait aussi un théâtre d'été dans ce Liman Andreevski. Et évidemment, la bourgeoisie d'Odessa est à son apogée dans ces années 1880 jusqu'à la guerre de 14 et 18, justement, ou 17 pour la Russie. Voilà, donc il y a effectivement, on voit le voyageur, on voit les voyous et la prostituée, on voit, etc. Les premières voitures, tout ça, évidemment. Et pour terminer, le café Franconi, dont on va reparler, qui était l'un des grands cafés et confiseries d'ailleurs aussi d'Odessa. Mais le sanatorium comprenait aussi il y avait des avancées sociales importantes. Par exemple, cette photographie nous montre le sanatorium donc des chemins de fer du sud-ouest de un peu la Russie méridionale à l'époque, donc l'Ukraine actuelle. Oui, c'était son importance. Alors voilà aussi maintenant des divertissements, les chanteurs et danseurs russes dans les cabarets, etc. Une gravure de Leonid Pasternak, justement, un trio de musiciens. Ici, mais alors j'hésite peut-être, je me demande si vous l'entendrez. Ce que je veux vous montrer aussi, c'est la différence sociale très importante qu'il y avait entre le grand-père ou le père et le fils qui est derrière avec son cylindre déjà, son chapeau haut de forme. C'est tout à fait caractéristique de cette évolution sociale ici en Galicie, comme à Odessa, où beaucoup de Juifs d'Odessa venaient évidemment de Galicie, était tout à fait remarquable. Alors voilà notre café Fanconi, justement. Le café, c'était un café littéraire en même temps. Les journalistes venaient beaucoup. Ici, la confiserie. Et puis, le Bouffiat, hein, qui est plus qu'un buffet français. Ici, de ce café Fanconi, qui est un des plus célèbres, et assez célèbre d'Odessa. Ici, donc, parmi les jeux, évidemment, les joueurs de cartes, c'est très connu. Euh, et nous en arrivons maintenant au club, si vous voulez, très élitiste d'Odessa, en particulier le club anglais, dont l'entrée coûtait une petite fortune, euh, extrêmement onéreux. De même, mais il n'y avait pas, disait-on, de différence, il y a une différence sociale extrêmement marquée, puisque sinon vous n'êtes pas fortuné, vous n'avez aucune chance d'y entrer. Mais ensuite, que les gens soient russes, ukrainiens, anglais, français ou juifs, il n'y avait pas du tout de différence. Et ils étaient totalement conviés. Ils étaient dans ces bâtiments qui ont eu d'ailleurs beaucoup ils ont brûlé à une époque, pardon.
Voilà, ce fameux club anglais, oui, qui s'est créé dès 1827, très très tôt, évidemment, jusqu'en 1917, et ça a été net. C'est le grand architecte italien à Odessa, Torricelli, qui l'avait créé, qui a créé beaucoup d'autres choses, évidemment, à Odessa. Et c'est devenu, depuis le musée de la marine, alors, Fanconi, on a vu. Voilà, buffet-restaurant. Alors, le célèbre César Othon, qu'appréciait beaucoup Pouchkine, puisqu'il a dit aussi dans Jeanne Onégine, il y a de ces quelques vers, du bruit des disputes, un vin léger sorti des caves, porté à table par le serviable Othon. Oui, Othon, donc, était d'origine, sinon de Marseille, du moins de la région de Marseille et est devenu très très célèbre pour la qualité de ses mets, et en particulier des Pouchkine dans Jeanne Onégine, des huîtres dont raffolaient, dit-il, les jeunes aristocrates ou les jeunes enrichis. Voilà. Et ça, ça a été reconstruit après, c'est pas les Mavrocordates comme maison de rapport, mais c'est exactement à cet endroit que se trouvait le restaurant de César Othon, qui lui-même a engendré après toute une dynastie d'architectes, dont Louis Othon, qui a été un très grand architecte aussi à Odessa. Alors, je ne développerai pas sur les hôtels parce qu'on en avait vu dans la présentation préalable, mais dans cet hôtel, la plupart des hôtels avaient en même temps déjà des restaurants, hein, comme le Saint-Pétersbourg, ici, vous voyez où il est. Alors, ça, c'est un restaurant qui était extrêmement connu là. Eni était d'origine autrichienne et un restaurateur, donc célèbre pour son pavillon et buffet de fruits de mer essentiellement, à côté donc de ce qu'on appelle Potemkin, l'escalier Potemkin maintenant, c'est le grand escalier. Voilà une photo plus tardive de ce même bâtiment avec le buffet du parc Alexandre. Et je voudrais maintenant arriver un petit peu vers la fin, sur ces dachas et villas et leur sociabilité. Odessa avait effectivement la passion de construire, d'aménager, de recevoir, et elle l'a fait tout du long, depuis donc le tout début du 19e siècle, jusque évidemment en 1917. Et après, puisque je vous avais montré des bâtiments Art Nouveau, celui du KGB d'ailleurs à l'époque, qui est remarquable à Odessa. Voilà la dacha très classique, parce qu'on appelait toujours ces dachas. Ces villas étaient appelées plutôt dacha ou dachi, en fait, euh, par modestie. C'est comme on dit, ah oui, c'est un grand château, non, ma maison, etc. Vous ne prononcez jamais les mots, évidemment, pour ne pas paraître ultra prétentieux. Donc ces dachas peuvent être extrêmement importantes. Le duc de Richelieu, vous voyez, avait une dacha déjà assez conséquente, en réalité, style temple grec qu'il affectionnait. Alors voilà aussi, la villégiature à Odessa a été propulsée par ce Grigori Moskvitch qui a créé le Baedeker russe, guide pratique. Et là, par exemple, sur la Crimée, vous avez tout un guide sur la Crimée et sur d'autres, effectivement, qui était le complément du Baedeker, qui a aussi il y a un Baedeker sur Odessa qui est extrêmement intéressant. Alors, le problème chronique à Odessa, vous le savez, c'est le manque d'eau, puisqu'il n'y a pas de fleuve très près. Et à ce moment-là, il fallait toujours porter des seaux d'eau. Il y avait effectivement des peintres qui ont illustré ceci, ou à droite, dans les années 1860-70, le disons, photo-ethnographe William Garrick en Angleterre, qui a effectivement beaucoup photographié les petits métiers, entre guillemets, d'Odessa. Et vous voyez que ce n'est pas simplement un problème, puisque vous voyez en haut, j'ai montré spécifiquement une Corse, justement, dans son habit noir, comme d'habitude pour les photos de tourisme, avec la setia, ce qu'on appelle la setia, qui est aussi une grosse barrique d'eau qu'elle porte, ou
qu'elle porte sur la tête avec un petit sorte gros foulard qu'elle a mis en rond comme ça sur sa tête pour se protéger. Donc vous voyez que ce problème de manque d'eau, on le trouve partout, et c'est porteur d'eau aussi, mais à Odessa, c'était absolument crucial, et l'eau valait extrêmement cher, évidemment, à cette époque, puisqu'il fallait la faire venir, et quand le tramway a commencé à être créé, justement, le, le tramway à vapeur en particulier, les gens allaient chercher leur eau justement aux ces fameuses fontaines qui, effectivement, jusqu'en 1875, l'eau ne venait pas des fontaines, il fallait la faire venir ainsi par ces porteurs. Alors voilà des plages, la plage Langeron, du nom du comte évidemment de Langeron, une autre peinture ici de Nina Stasiukova, qui est une peintre odessite, tout à fait remarquable. Et nous, voici les plages et la sociabilité. Arcadia, c'est la pêche d'abord, la pêche à la ligne, et puis très vite les grands restaurants ici à Arcadia. Donc, lorsqu'on va vers les fontaines, vous voyez qu'elle était très très simple au début, et elle avait beaucoup de rochers. Et beaucoup, à l'époque soviétique, on a fait sauter la plupart de ces rochers, que vous verrez au contraire dans les photos anciennes de 1900 ou d'avant même. Alors, Petite Fontaine, donc à 5-6 km au sud-est d'Odessa, et qui a été aménagée, effectivement. Alors, vous voyez, c'est pour ça que je prends toujours de vieilles photos. Voilà comment était Petite Fontaine dans les années 1860, jusqu'aux années 70, et elles deviendront après de magnifiques endroits très verts, très plantés, avec ici à gauche la dacha de Marasli, qui a été donc pendant près de 20 ans, plus de 20 ans, maire d'Odessa. Et il y avait une dacha au bord de l'eau et une dacha plus haut, justement. Voilà. Et à ce moment-là, quand on pouvait y aller en vélo, c'était les premiers vélos d'Odessa, justement, très confortable, vous le voyez. Et puis, on allait plutôt dans son sulky, comme on disait à l'époque, et on avait ces dachas donc au bord de l'eau. Alors ça, à Petite Fontaine, le tramway à chevaux Konki était à partir de 1880, puis 88, le vapeur, Palovitchki, et ensuite l'électricité à partir de 1910. Et là, on voit très très bien à droite là, ce tramway tiré par des chevaux, par deux chevaux. Alors voilà Petite Fontaine justement quand elle va être aménagée et actuellement. Voilà aussi la passerelle, bien connue, très aménagée aussi, dès ces années 1880-90. Et le grand peintre Piotr Nilus, qui aussi a peint cette passerelle l'été. Hein. Namostiki Lieta. Voilà. Une petite toile du musée des Beaux-Arts d'Odessa qui est très très caractéristique et qui rappelle vraiment ce qu'était la passerelle en question. Voilà aussi Petite Fontaine, le buffet. Et on dit en russe ou en ukrainien probablement Nifontan. euh, Étonné Fontaine, parce que lorsque les porteurs d'eau arrivaient et qu'ils donnaient une eau qui n'était pas vraiment de qualité, ils disaient, mais non, c'est pas ça ne devient pas des fontaines, justement. Donc, Nefontaine est un mot qui est utilisé en Russie, enfin, on comprend très bien en Ukraine encore plus ce que cela veut dire. Alors là, c'était les fameux buffets. Euh, alors, voyez comment étaient autrefois. Les plages étaient vraiment enserrées dans des rochers extrêmement importants et difficiles à franchir, la fontaine moyenne. Grande fontaine, là aussi, l'aménagement avec ces possibilités d'aller jusqu'au-dessus de l'eau. Et Anna Akhmatova est d'ailleurs née, vous le savez, à Grande Fontaine, à 16 km d'Odessa. Voilà aussi la plage, ces bateaux de pêche, des pêcheurs, de jeunes pêcheurs justement sur une plage d'Odessa. Et puis toujours Grande Fontaine, vous voyez, Bielik, qui est extrêmement rocheuse à l'époque. Avec effectivement, alors dans Odessa même,
des établissements de bains de mer qui étaient tout à fait exceptionnels. On est arrivé évidemment par l'arrière et le devant était donné sur la mer. Ils étaient extrêmement bien faits. Vous avez des bassins donc pour, vous voyez, les mouchkoi salon en même temps. Damskoi Salon ici. Donc, il y avait des bassins qui étaient réservés, vous voyez, ici aux enfants, aux femmes, aux hommes, etc., des bassins séparés. Euh, et elle était d'un très très grand luxe. Vous voyez, c'était quelque chose d'extrêmement important pour l'époque, très en vogue. Voilà d'autres bassins et ça donnait directement dans la mer. Vous voyez, donc vous pouvez partir ici de l'Editier, donc pour les enfants, et puis les différents, hein, et puis vous voyez, on pouvait aller jusque dans la mer. Alors, encore une fois, maintenant, passons à ces dachas de façon plus précise. Cette dacha ashkénazi aussi, qui était absolument magnifique. Ça, c'est l'entrée en réalité. Il y a le palais qui est derrière, qui est tout à fait monumental. Euh, et sa cousine a créé justement la villa Etrusi de Rothschild, qui a des arcades extrêmement comparables justement à celle-ci. Et certainement, on a pu ça. Les Etrusi étaient très très connus aussi comme banquiers à Odessa, mais aussi à Saint-Pétersbourg, comme d'ailleurs les Ashkénazis aussi. Et ils cousinaient évidemment beaucoup. Voilà une dacha, une des premières du peintre donc Lagorio, qui est un élève donc d'Ivana Ivazovsky. Voilà, des dachas en bois, souvent très belles. Voilà des dachas du bord de mer aussi. Ah, c'est la mer Noire. Dachas alors qui ressemblent beaucoup à des dachas russes, effectivement. Ici, très charmantes d'ailleurs. Et puis les terrasses, les vérandas, vous voyez de très très grandes vérandas ici à gauche et de même à droite des terrasses très appropriées qui ont beaucoup été peintes par les grands peintres russes de la fin du 19e siècle, ou de la deuxième moitié du 19e siècle. C'est très très euh, connu. Karovin en particulier l'a beaucoup peint. Ici les petites dachas, fontaines moyennes. Alors là, c'est Odessa actuelle du début des années 2000, avec une dacha ancienne enserrée absolument dans un ensemble d'immeubles modernes. Ça aussi, c'est malheureusement, Odessa, c'est parce qu'elle fait mieux. Alors, les dachas, vous voyez, celle de la mer, et au bord de mer de la villa Marasli à gauche, et la grande villa qui était en haut, sur la colline, qui lui appartenait aussi comme un nombre très important de palais à Odessa, dont le palais de la princesse Narishkin, qui ensuite a été racheté beaucoup plus tard par Marasli et qui en a fait le musée des Beaux-Arts, qu'il a donné à la ville pour en faire le musée des Beaux-Arts. C'est bien connu. Alors voilà, en même temps, ces dachas, il y avait aussi une dacha néoclassique, avec une entrée qui est maintenant l'entrée d'un restaurant à droite, en bas. D'autres demeures, des maisons de rapport importantes comme celle-ci au centre d'Odessa, l'autre aussi, le musée donc, des Beaux-Arts, et justement la princesse, enfin comtesse Potocki, puis Narishkin, et l'hôtel particulier alors de Marasli, justement au tout début du boulevard Primorsky actuel. Ça, je vous le montre pour la curiosité. C'est la dacha qu'avait Poutine à Kaliningrad. Ça vaut la peine d'être connu, mais bon, il n'y est plus depuis longtemps. Voilà, des dachas, les styles de dachas sont très différents les uns des autres, et la plupart de ces dachas, un très grand nombre, se trouvent aussi boulevard des Français. Il y en a à peu près à tous les numéros, des dachas très importantes avec de grands parcs comme ils pouvaient l'être autrefois. Donc là, c'était une des dachas à Rodokanak, et puis il y en avait plusieurs, ils étaient plusieurs branches en général. La dacha Paraskiev, dacha Klein, dacha Makaresko, de style mauresque, et surtout la dacha de Lazare Brodsky, le roi du sucre en Russie. C'est un monument très important.
Voilà d'ailleurs la façade de côté mer, où l'on pourrait descendre sur la mer ici. Alors, euh, la famille impériale tenait beaucoup à envoyer ses enfants et l'impératrice, elle avait une santé assez faible, dans le sud. Et ici, dans la datcha d'un des Français les plus importants à l'époque de Pouchkine et ensuite, Jean Renaud. Il a eu plusieurs fils, ça s'écrit Reno en russe, hein, R-E-N-O. Ici, justement, l'impératrice Alexandra Fyodorovna, l'épouse de Nicolas Ier, et sa fille, la grande duchesse Maria Nikolaevna, en 1828. Et elle était logée dans cette datcha extrêmement somptueuse de Jean Renaud. Voilà justement l'entrée de cette datcha néoclassique que je vous montrais tout à l'heure, la petite fontaine. Alors, Bodarievski est un peintre intéressant d'Odessa, oui, 1850-1921. Il a beaucoup peint de personnes en villégiature et sa grande spécialité était au fil des années de les dénuder de plus en plus. Et il a fini par être effectivement violemment critiqué lorsqu'il dépassait les bornes de l'époque. Mais vous le voyez, les dames sont très habillées, puis un peu moins, et puis beaucoup moins, évidemment, en bas. Et il était spécialisé, effectivement, dans des choses beaucoup plus avancées, évidemment, que ceci, et qui lui a valu, effectivement, de gros problèmes par la suite. Alors voilà aussi de Krasitz, qui est un peintre moins connu peut-être, un peintre d'Odessa, justement, sur la place Langeron, où il y avait à l'époque, vous voyez, tous ces rochers que l'on ne voit plus beaucoup maintenant. De Piotr Nilus, grand peintre, la terrasse après la pluie, justement, devant la mer, dans une des fontaines. Et le yacht club, le fameux yacht club de Sainte-Catherine à Odessa. Il y avait de très très beaux bateaux à Odessa, des bateaux de plaisance justement de cette importance et beaucoup plus encore. Vous voyez par exemple parmi ces bateaux à plusieurs voiles, qui étaient évidemment un petit peu comme ce qu'on appelle sur le bassin d'Arcachon des dragons, mais ils étaient beaucoup plus grands et avec plus de voiles, si vous voulez. Normalement, un dragon n'a qu'un foc et une grande voile, mais là, vous voyez, il y avait trois voiles presque tout le temps. Et ce club, effectivement, fait partie des grandes distractions, des grands divertissements des familles très aisées d'Odessa jusqu'en 1917. Je vais terminer tout à fait avec justement la mention de l'importance de l'aviation odessite et de ses pionniers, Sergei Isayevich Utochkin et Arthur Anatra. Anatra était d'origine italienne, lui, et Utochkin a été une sorte de héros, si vous voulez. C'était un sportif impénitent, aussi bien dans la course, aussi bien qu'à vélo, à bicyclette, aussi bien qu'à la boxe. Enfin, il a eu une vie, et surtout les avions. Donc, on le voit ici, là, dans cet avion à gauche. Et Anatra a été le fondateur malheureusement très tardivement, parce que l'aviation commençait tout juste à ce moment-là en Russie, et Anatra, justement, avait cette grande usine, justement, Pastroika Aeroplanov, ici, et voilà un de ces avions créés à la veille de la Première Guerre, et il a été très utile en Russie jusqu'en 1917, puisque c'est lui qui a fourni, grâce à son usine, à son entreprise d'Odessa, un grand nombre d'avions à l'armée russe de l'époque. Donc, Utochkin. Alors, il s'est passé aussi quelque chose, c'est que la femme d'Utochkin est devenue la femme, enfin, Anatra a volé, si je puis dire, la femme d'Utochkin, ce qui a créé évidemment des problèmes importants entre les deux, et en particulier à l'aéroclub d'Odessa. Oui, ici l'aéroclub d'Odessa, tout était construit aux frais d'Anatra, hein, qui était déjà d'une famille assez aisée et qui a évidemment agrandi encore très très largement sa fortune. Voilà d'ailleurs sa dacha entre guillemets qui se trouvait dans la région des Fontaines, justement. Voilà. Je termine donc à la mer, к морю de Pushkin, Прощай, свободная стихия, последний раз передо мной, etc.
Donc, adieu, libre élément ô mer, devant moi, une voix ultime. Voilà. Ça, c'est un beau portrait, fait un beau tableau de d'Aïvazovski, qui montre très bien les regrets. Et Pouchkine, donc, a écrit ce fameux poème Khmoriou, qui a été amputé d'ailleurs par la censure de la strophe, je crois que c'était la strophe 13 ou quelque chose comme ça. Voilà, la strophe 13, effectivement, parce qu'il parlait des tyrans, effectivement, et évidemment une allusion assez claire à la Russie. Je termine tout à fait en montrant que Odessa n'existe pas seulement à Odessa. Il y a une rue, comme vous savez, à Odessa, à Paris, qui s'appelle la rue d'Odessa, bien connue, mais aussi Blue Odessa, qui est un trio, ils appellent ça Gypsy Jazz Club, avec beaucoup de musique klezmer et beaucoup de musique de l'époque, justement, de la grande époque d'Odessa, celle de d'Utchosov. Voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous présenter de façon un peu brouillonne, mais pour vous donner une idée des différentes facettes qu'il faudrait pouvoir développer pour connaître mieux connaître ses plaisirs d'Odessa et ses sociabilités. J'avais montré à une époque des photos aussi et des tableaux, des gravures de miséreux à Odessa qui étaient très nombreux. Le tiers de la population juive d'ailleurs d'Odessa était absolument misérable, et donc il n'y avait pas que les princes entre guillemets ashkenazis. Donc la différence sociale était très très marquée. Il n'empêche que la ville était réputée pour sa légèreté d'être, pour sa joie de vivre, et c'est quelque chose qui, en 2022, était justement resté une réalité pour ceux qui ont vécu ou qui sont nés là-bas. Ils le savent évidemment beaucoup mieux que moi. Voilà, merci de votre attention. Si